Ah, c'est bon, c'est parti? Ça enregistre? OK. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire du collectif Moonlight Flowers. Nous sommes une association étudiante et nous organisons tous les mardis en période scolaire, de 18 à 20 heures, un atelier d'écriture au foyer de lettres du Gai Savoir à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Nous avons un site internet, collectif-du-6 moonlight-du-6 flowers.fr, où vous trouverez nos productions, ainsi qu'un compte Instagram très actif grâce aux beaux soins de notre amie Marie, que vous retrouverez à @collectifmf. Aujourd'hui, nous faisons dans le francophone avec un roman post-apo qui sent bon la putréfaction, l'essence et la 8-6, le club des punks contre l'apocalypse zombie, de Karim Berouka. Quand Dusty et Fonce D émergent de leur dernier trip d'acide dans leur squat, c'est pour découvrir que Paris est envahi par une horde de bouffeurs de cervelle vociférants. Soit la dope était beaucoup plus forte que prévu, soit l'apocalypse zombie est bel et bien avenue. C'est peut-être enfin l'occasion qu'attendait Kropotkin, leur maître à penser, pour réaliser un vieux rêve de gosse, faire flotter le drapeau de l'anarchie sur la capitale. Mais avant de pouvoir crier No Future, il va falloir se coltiner un paquet de cons. Je suis aujourd'hui accompagné donc de Charlie, qui nous a lu le résumé. Coucou Charlie. Bonsoir. Et de Marius, qui parlera tout à l'heure. Coucou Marius. Bonjour. Comme d'habitude, nous allons commencer par d'abord donner nos petites pensées à nous dans une chronique libre et ensuite nous parlerons de manière beaucoup moins cadrée du roman. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous demandions la dernière fois si le méchant ce n'était pas le patriarcat. Et aujourd'hui, le méchant, c'est le MEDEF. Malgré nos tentatives de faire inclusif, ou à cause de ces dernières, ce podcast penche de plus en plus clairement à gauche. Inutile donc de le cacher, on a aimé lire le roman par ici, et pas seulement parce qu'il y a pour moi un plaisir presque enfantin à lire un bouquin où les institutions néolibérales sont, sans nuance aucune, maléfiques en des temps de mobilisation sociale. Encore que, concentrons-nous 2 minutes là-dessus. Depuis maintenant presque 30 ans, puisque Le Trône de Fer est initialement sorti en 1996, on loue la fiction de l'imaginaire adulte et nuancé, pour ne pas dire réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que ces fictions refusent le manichéisme, qu'elles présentent un récit où il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant, tu vois. Et en théorie, ça veut dire que tous les personnages sont moralement ni des parangons ni des salauds, qu'ils ont tous des motivations crédibles, pouvant créer de l'empathie, et qui mènent à des actions potentiellement moralement discutables. Bon, dans la réalité, ça veut souvent dire que tout le monde est une variation discordante sur le modèle du connard insupportable prêt à tuer pour une demi-clope et un café froid. Alors, premièrement, en bon fan des hyperboles et des super soupes, j'exagère un gros poil. Et puis deuxièmement, il y a des romans obéissant à cette recette qui sont très bons. Un jour, on parlera peut-être des Guerres du pavot de Rebecca Kuang. Mais voilà, moi j'aime beaucoup l'absence totale de subtilité du sous-texte politique du club des punks contre l'apocalypse zombie. Le roman nous dit très clairement, bon voilà, alors c'est simple, vous ne devriez pas être de droite. Même pas un peu. La droite, ça pue et ça rend les gens cons et surtout méchants. Alors, je vois d'ici l'unique auditeur de droite du podcast s'énerver devant son MacBook Pro, parce que oui, ce que je fais là, c'est un homme de paille, et un homme de paille rembourré avec des billets de banque, me retorquer. Alors comme ça, soit on est d'accord avec vous, soit on a tort, c'est ça. C'est pour ça que vous donnez l'ascendant moral à des punks, bref, des délinquants asociaux qui consomment de la drogue. Alors eh bien, pour répondre à ces deux questions, premièrement, oui mon chou, ça s'appelle avoir des convictions éthiques. Je les ai spécifiquement parce que je les pense meilleures que les tiennes. Sinon, je ne les aurais pas. Deuxièmement, ouais, c'est vrai que tous les persos ont un peu un pet au casque. Ils sont bruyants, parfois sales, souvent grossiers, parfois violents. Politique et musique mis à part, j'aurais pas forcément masse d'atomes crochus avec eux. Encore que je voudrais bien causer jeux vidéo avec Manche Poubelle, mais de loin à cause de l'odeur, ou philosophie avec Eva et Kropotkin. Mais est-ce que c'est pas un peu cool quand même d'avoir un roman où les protagonistes sont de vrais utopistes qui s'assument, qui avaient en tête un monde meilleur avant l'apocalypse et qui n'y renoncent pas sous prétexte que c'est la fin du monde? Un roman où la survie passe très précisément par l'entraide égalitaire. Parce que c'est l'avantage d'avoir pour héros des personnages marginaux. Comme ils rejettent et sont rejetés par la société libérale capitaliste, ils n'ont pas vraiment de place à occuper dans le monde d'avant. Donc du coup, la chute de ce monde-là ne les déstabilise pas vraiment. Ils notent la disparition de ce monde et entre deux idées stupides et truculentes de Dusty et Fonce D, eh bien, ils le refont. J'ai lu il y a 1 ou 2 ans un roman intitulé Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé, d'Ayardal.
Et le club des punks contre l'apocalypse zombie m'est fait un petit peu penser. Dans les deux cas, il s'agit de fonctionner sur un système de solidarité et d'entraide face à des circonstances exceptionnelles. Mais le roman d'Ayerdal est beaucoup plus désespéré à mon sens, autant dans le ton qui est beaucoup plus sérieux que dans le contenu qui est moins optimiste. Et ça me fait plaisir de lire un roman où, de manière radicale, l'entraide, l'empathie, la solidarité sont des solutions, et non pas, comme on le voit souvent, en particulier dans certaines histoires des zombies, un problème, une inexpérience, une faiblesse dont le protagoniste devrait se débarrasser. Bonjour à toutes et à tous. Bon, pour les gens qui n'auraient pas lu le bouquin, ça risque de vous étonner avec ce que vient de dire Ludo, mais aujourd'hui on va parler d'art. Oui oui, la peinture, la musique bien sûr, et même la littérature. Même si c'est pas forcément la chose à laquelle on pense en premier quand on vous dit punk et apocalypse zombie. Mais dis-moi Fred, pourquoi on va parler d'art aujourd'hui? C'est très simple Jamy, c'est parce que le bouquin est aussi bourré de références artistiques que Fonce D et De Spi sont bourrés tout court. Bon, commençons par le plus attendu, la musique. Déjà, premièrement, si vous cherchez des références en matière de musique punk, allez lire le livre. Vous en aurez pour des jours, voire des semaines à écouter tous les groupes qui sont cités. Bon, c'est le moment de ma chronique où je suis déjà obligé de commencer à spoiler. Oui, ça fait une minute, mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut. Parce que la musique a un pouvoir en plus, c'est-à-dire qu'elle a un effet sur les zombies. Mais ça, on en reviendra plus tard, je vous donne juste un exemple, c'est que le punk, par exemple, permet de faire danser un bon vieux pogo bien sale au sans cervelle, et en plus d'être dans l'idée extrêmement drôle, ça a une utilité dans l'intrigue du roman. Mais laissons là la musique, sinon on pourrait y passer toute notre vie. On va parler de la télé maintenant. La télé, on vous l'a sûrement déjà dit, mais ça vous lave le cerveau. Vous pensiez que c'était une métaphore? Détrompez-vous. Si demain vous vous transformiez en zombie, ce que je ne vous souhaite pas, sauf cas exceptionnel de patronat du MEDEF, bah si vous vous mettez devant un reportage de nature et découverte, alors que vous avez la cervelle qui fonctionne plus, bah vous allez vous arrêter et baver devant, très certainement, le fabuleux reportage qui passe sur le petit écran, comme un enfant devant un paquet de bonbons. Moralité de l'histoire, arrêtez de regarder la télé si vous vous transformez en zombie, allez manger des cerveaux, c'est beaucoup plus rigolo. Faisons maintenant une très brève parenthèse sur la peinture et la sculpture. Déjà, il y a un nombre assez faramineux de tableaux et de sculptures plus ou moins célèbres dans le bouquin. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Karim Berouka. En effet, la peinture et la sculpture sont vues comme des passe-temps. Par exemple, un des punks décide à un moment de faire une jolie sculpture ou un monticule de crâne de zombies entassés. Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel, ne faites pas ça chez vous, les zombies s'amorent et même quand vous leur coupez la tête, ils continuent de claquer des dents, c'est infernal. Pour la peinture, on voit à un moment que les antagonistes, donc le MEDEF, fustigent un des punks parce qu'il leur a volé la Joconde. Et si je me souviens bien, elle finit dans un lac à se faire bouffer par un crocodile. Pour résumer très vite, les punks se foutent pas mal des œuvres célèbres là où les riches s'y intéressent. Ça vient marquer une différence de classe en plus dans le roman. La peinture restant pour les punks un loisir qu'on pratique en cas extrême de j'ai rien à faire, j'ai même plus de quoi me défoncer et je suis devenu une idole pour les zombies qui m'empêchent de sortir. On peut dire qu'on fait pas ça tous les jours du coup chez les punks. Et maintenant, le meilleur pour la fin, la littérature. Oui, je suis absolument partial, mais vous avez pas le choix. Bon, pourquoi je veux vous parler de littérature alors qu'il n'y a, contrairement aux autres arts, quasiment aucune mention d'œuvres littéraires, sinon les écrits des philosophes cités régulièrement par Kropotkin? Eh bien tout simplement parce que le roman en lui-même est à mon sens une référence littéraire. Mais qu'est-ce que j'entends donc par là? Ce que je veux dire, c'est que ce livre se présente, est construit et fonctionne comme un roman d'épopée chrétienne. Attends quoi? Un roman qui parle de punk et de zombies serait une épopée chrétienne, tu nous prendrais pas un peu pour des cons? Eh bien non, pas du tout. C'est bien le cas. On a tous les ingrédients qui font une bonne épopée chrétienne, pour autant que vous aimiez ça. On a des héros qui accomplissent leurs gestes, au sens de poèmes chantant les personnages historiques ou légendaires. On a des anges qui font des trucs d'anges, genre arriver sur une licorne arc-en-ciel pour tabasser des démons. Oui, oui, je vous jure qu'ils font ça généralement. Le reste, je vous le dis pas pour que vous conserviez un peu de suspense. Et on peut même aller plus loin dans l'interprétation, vu que dans Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, il est fait régulièrement mention du grand livre du trash, dans lequel la vérité divine est narrée. Et on apprend à la fin que les actions des punks vont être narrées dans ce livre, qui va se présenter plus ou moins comme un Nouveau Testament 2, le retour. Et au final, on peut se poser la question de savoir si Karim Berouka n'essaie pas de nous faire lire en douce la Bible des punks. Bref, ce bouquin est génial. Non seulement on se tape des barres de rire, plus grandes que la Tour Eiffel, mais en plus, il arrive à nous faire réfléchir sans qu'on s'en rende compte. Pour moi, c'est un 12 sur 10, foncez le lire. Avant même que ce livre soit choisi par nos bien-aimés amis d'Instagram, car oui, les Moonlight Flowers sont sur Instagram, @collectivemf pour les intimes. Donc avant qu'il soit choisi pour en faire un podcast, il m'avait été lourdement recommandé par plusieurs personnes au moment les plus amusants à mes yeux, c'est-à-dire après qu'ils aient lu quelque chose que j'avais écrit. Faut que tu lis ça, c'est grave ton style. Et ça n'a bien entendu absolument pas raté.
En même temps, avec à la barre 7 que Pont Destroy, du Dead Kennedys et des zombies, ce roman ressemble à un piège si bien accordé à mes goûts qu'il en devient une tentation à laquelle il m'est impossible de dire non. Pour dire les termes, ce truc, c'est mon dada, c'est exactement ce qui me fait triper et j'ai adoré chaque élément absurde de l'intrigue, chaque stupide ligne de dialogue de nos punks déchirés aux enfêtes et chaque subterfuge débile mis en place par ces idiots trop attachants. Nous voici donc partis pour une zombifique aventure punk dans notre Paris contemporain avec le MEDEF en pleine forme, mais malheureusement pour eux, Dusty et Fonce D le sont plus encore. Effet certainement renforcé par le premier chapitre du roman, où il nous est présenté le style de vie pour le moins alternatif d'une bonne partie du collectif du 25, c'est-à-dire assouplissement d'une redescente d'acide à coups de bière et de speed, d'entraînement au pogo et autres activités manuelles diverses. Notons ainsi qu'on nous présente tous les thèmes majeurs du récit avec brio et efficacité. La drogue, la musique et la politique, ici littéralement modelés de leurs mains dans un effort hilarant de pallier au fait qu'on leur demande d'arrêter d'empêcher tout le monde de dormir. Pour faire un pont avec ce qu'a dit Marius sur la relation de nos punks avec l'art, l'architecture du Pentagone, ils s'en branlent, mais c'est cool à faire en pâte à modeler et ils ont besoin de s'occuper les mains. Bien entendu, le bouquin m'a accroché dès la première page. On me dit souvent que j'écris beaucoup sur ces gens, les gens de la cloche, les punks et autres personnes qu'on nomme amicalement alternatives. Mais moi je trouve que c'est plutôt qu'on n'écrit pas assez sur eux. Mais pourquoi? Ça nous donne des protagonistes bruyants, vaguement odorants, anti-système ou en tout cas totalement en dehors, chaotiques, grossiers. Pour une histoire de zombies, un peu trop souvent à mon goût tournée, exception faite au Shaun of the Dead d'Edgar Wright peut-être, fortement vers le drame et l'horreur, ce genre de personnage est une aubaine et m'a fait un effet de plongeon dans une piscine d'eau fraîche, sans LSD, n'en déplaise à glandouille et pustules. Je n'ai pas pu manquer dès les premières lignes le potentiel fun démentiel du roman. Lâcher des punks dans un Paris infesté de mange-cervelle, count me in! Je vais pas me tenter à une quelconque analyse plus poussée de tout le sous-texte politique, d'abord parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise suffisamment pour l'ouvrir à ce sujet, mais surtout parce que le pied phénoménal que j'ai pris durant ma lecture est entièrement venu de l'énergie chaotique frôlant la perfection des éléments de l'intrigue, presque tous découlant du besoin incessant de faire des conneries de la part de nos bien-aimés protagonistes. Ce n'est pas pour rien que l'auteur vous dira que certaines anecdotes viennent de ses expériences personnelles. C'est un livre écrit avec un profond amour pour le mouvement punk par un type qui a fait activement ses armes, qui se sert des codes d'un milieu qu'il connaît pour nous fournir un arsenal de personnages aux traits juste assez forcés pour que ça en soit comique, et qui, après des années à jouer dans son groupe Ludwig van 88, a décidé de se poser un peu pour terminer tous ses romans qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Et franchement, on ne peut que l'en remercier. Ah, et merci beaucoup les Loupios, c'est donc la deuxième partie de notre émission où nous pouvons débattre des différents aspects du roman. Nous avons plein de choses à dire, sur le livre, qui est extrêmement riche, comme un patron du MEDEF, même pendant l'Apocalypse. Tout d'abord, on va commencer par la fin, on va revenir un peu sur la chronique de Charlie, on va parler du fun. On va parler du fun parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dans notre vie. Or, c'est un roman avec tous les super aspects développés, des aspects politiques, des aspects artistiques, esthétiques, métalittéraires, machin, tout ce qu'on veut mes couilles. Mais c'est d'abord un roman qui commence, mais vraiment comme un roman comique. Oui. Non, mais oui, en effet, rien que le début, c'est comme Charlie en parlait, c'est extrêmement drôle. Déjà, ils se prennent la tête et ils sont complètement perchés. Ils sont Et- cons, t'as pas besoin de... Oui, ils sont cons et complètement perchés, ce qui fait en 2 fois 2 cons. Moi, ça m'a pas énormément surpris parce que pour avoir fait 2-3 soirées avec des punks à chiens, c'est ça quoi. On est que sur du fun, c'est la fast life, tu vois. Genre, il y a que ça qui importe. Alors attention parce qu'il y a des nuances, dans les punks, hein, puisque le petit collectif du 25 en fait, bon pour les gens qui connaissent des punks dans leur vie, certains de leurs membres correspondent à tel ou tel type de cliché de punk. Et donc Despie et Fonce D, c'est ce qu'ils appellent les punk destroy, ces gens qui sont perpétuellement défoncés et qui vont certainement mourir à 35 ans d'une overdose. Voilà, ça c'est Despie et Fonce D, les bien nommés. Ensuite, il y a Glandouille et Pustule, qui eux, pour le coup, sont les vrais punks à chiens, avec leurs 3 chiens, Yinche, Destroy et Proudhon. Mais qui n'apparaissent que vers la moitié fin du roman. Ouais, ouais. Il y a le punk qui est là vraiment pour profondément des raisons politiques, qui est Kropotkin, le bien nommé, nommé à partir donc d'un philosophe anarchiste. Il y a le punk qui va faire des fêtes dans des endroits improbables, qui est Manche Poubelle, le roi de la récup.
d'où son surnom. Et enfin, il y a Eva, la punk méga politisée, vegan, turbo féministe, queer friendly. On aime tous. Voilà, donc je crois, mais no joke, je crois que c'est le personnage le plus sympathique du roman. C'est la moins lourde en Eva vrai. est super. Oui. Genre vraiment, et voilà. Et donc tous les courants du punk sont représentés, sauf évidemment les crânes rasés à croix gammée qui ont pu exister à une époque, dont on est peut-être débarrassé un jour, Dieu merci. Non, c'est pas vrai. C'est encore des camps spéciales. Quel enfer. Mais non, pour revenir sur le fun, rien que l'intrigue du roman en elle-même est déjà extrêmement délirante. Rien que le début, ils ont une quête, c'est simple, c'est l'apocalypse zombie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les foutre en drapeau noir de l'anarchie sur la tour Eiffel, et c'est génial. Oui, avec le premier élément émouvant, c'est parce que Kropotkin, il avait promis à son papa sur son lit de mort. Et oui, c'est trop mignon. Genre vraiment, c'est vraiment, ils sont en train de faire connerie. Puis soudainement, ils décident de faire ça. Tu fais connerie. Et puis là, d'un seul coup, il y a pouf le flashback avec Kropotkin, on explique pourquoi Kropotkin le fait. Il fait ah. C'est ça le truc aussi, c'est que on sait très clairement que le bouquin va être mené par le fun, tout simplement parce nos protagonistes, ou en tout cas une partie de nos protagonistes, vivent pour faire des conneries. C'est tout simplement ça. C'est leur but dans la vie, c'est de faire des conneries. Et même les personnages, entre guillemets, qui sont un peu plus grounded, qui sont un petit peu plus là pour leurs intérêts politiques généralement, bah, ça reste une apocalypse zombie, donc ils peuvent rien prévoir en vrai. Et du coup, le chaos vient en plus de la connerie et ça fait un espèce d'amas d'éléments d'intrigue qui n'ont aucun sens et c'est extraordinaire. Oui, puis à part Eva et Kropotkin, les autres, ils prennent absolument rien au sérieux. Et c'est pour ça que c'est extrêmement drôle. Oui, et parce que d'ailleurs, c'est quelque chose de relativement intéressant, la façon dont ce roman est construit, parce que le combo connerie plus chaos, ça crée des trucs improbables, mais dans le même temps, c'est un roman de zombies. Donc il y a plein de codes comme ça auxquels obéit le roman, dans lesquels en fait on balance d'un seul coup dans ces rouages bien huilés une énorme clé à molette sur laquelle il y a écrit nos futurs. Et c'est ça qui crée pas mal des points d'intrigue. Peut-être même plus la connerie que le chaos ambiant. En sachant que dans cette subversion des tropes du roman post-apo, il y a aussi, et du roman de zombies, il y a aussi le fait que justement les protagonistes soient des punks. Habituellement, les punks, enfin voilà, on post-apo plus punk, on pense Ken le survivant, immédiatement. Voilà, on pense ah mon dieu, c'est Raoul. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais oui, l'auteur en parlait parce que j'ai trouvé littéralement 2 vidéos où il y a l'auteur sur YouTube. Et dans une des 2 que j'ai regardées, il disait exactement ça, le fait d'inverser le trope, enfin d'inverser l'idée de l'apocalypse zombie, qui est un truc hyper sérieux quand on pense à The Walking Dead, puis le truc la Final Girl ou des choses comme ça, c'est hyper codifié. Et en fait là, le fait de mettre des personnages qui rentrent pas, bah, qui sont pas, comment dire, c'est ce que tu disais de Ludo, c'est-à-dire qu'ils attendent pas de la vie et de la société la même chose que les personnages de ce genre d'histoire habituellement. Et en fait, du coup, ils font les choses complètement différemment. Et ils essaient pas, quand ils reconstruisent leur petite société, ils le font absolument pas comme on pourrait l'attendre dans ce genre d'histoire. Oui, Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est l'absence de hiérarchie qui est importante. et Pour- même dans le côté plus imaginaire du truc, donc on met de côté les punks et leur mode de fonctionnement, mais rien que par exemple les visions des anges, oui, parce qu'il y a ils ont des visions dans lesquelles il y a des anges qui apparaissent. Oui, Elles sont alors toutes- avant de continuer, hein, avertissement habituel, dans la partie débat, on spoil comme des gros bâtards. Voilà, bon, notamment là, et plus ça va avancer dans le débat, plus on va spoiler. Voilà, vous êtes prévenus. Donc allez le lire. J'allais dire c'est un petit roman, mais non, il fait une taille moyenne. Mais allez le lire, c'est très rigolo. Et ensuite revenez si vous avez peur des spoils. Mais oui, non, mais même les visions des anges, elles sont toutes mais absolument hilarantes. Alors, rien que la première, je sais plus, l'ange il prend un éclair, je crois, il disparaît et Fonce D il va sniffer la cendre de l'ange. C'est vrai. C'est excellent. Où il y a l'ange Jean-Claude François Oui. et l'ange Jean Dalida qui arrive sur des licornes et qui. C'est n'importe quoi. Moi, je me tape des énormes barres à chaque fois.
Ouais, mais c'est le côté, toutes les visions de tous les punks pourraient être d'énormes tripes au LSD et on se demande si c'est pas ça parce qu'effectivement ils en consomment une quantité assez phénoménale, notamment au début du roman quand les réserves ne sont pas encore épuisées. Hem, Ça devient plus compliqué après. Mais, j'aimerais revenir, oui, sur l'inversion des codes parce que c'est un truc que tu faisais remarquer, c'est oui, les punks, Charlie, c'est oui, les punks, c'est pas les mêmes personnages que dans The Walking Dead, par exemple. Bah oui, The Walking Dead, le héros, c'est Rick Grimes, c'est un putain de flic, en fait. Genre le contraire d'un punk. Évidemment que ça va se passer différemment. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut commencer à aborder le deuxième gros, gros thème du roman, au-delà du fun, qui est quand même le principal quand on se distrait avec un roman, c'est le sous-texte politique. Je sais pas si vous avez remarqué, là, depuis tout à l'heure, mais là, voilà, on est en train de baver devant ce texte de gauche, comme Zemmour devant un numéro de minute. Du coup, c'est... Du coup, oui, c'est un roman qui est un petit peu orienté, on va dire. Et c'est orienté du choix des personnages et de leurs deux, on va dire, de leurs deux principales, alors je vais pas dire autorité morale, mais de leurs deux principales boussoles morales que sont Kropotkin et Eva finalement. Mange poubelle dans une moindre mesure. Il a quand même, Plus tard, Manche Poubelle, ouais, il réalise des choses au fur et à mesure. L'évolution de ce personnage est très intéressante. Oui. mm, mm. Mais voilà, des convictions alternatives, puisque quand je disais que le méchant c'était littéralement le MEDEF, c'est littéralement le MEDEF. Ah oui, oui, il y a Kropotkin qui se fait emprisonner par le MEDEF et qui leur sert d'esclave. Oui, parce que le MEDEF est composé de patrons. Or, comme chacun le sait, en bonne théorie gauchiste, un patron par définition ne sait rien faire. C'est pour ça qu'il emploie des gens pour faire les trucs à sa place. Et du coup, Kropotkin, qui lui, en bon punk pour manger, a fait environ 10 000 boulots différents, sait à peu près tout faire. Et c'est comme ça qu'il se retrouve suite à un accident, plus ou moins l'esclave des patrons. Voilà, et il met un certain temps à s'échapper de cette mauvaise passe. Mais du coup, ça lui donne objectif 2 du roman, après mettre le drapeau anarchiste sur la tour Eiffel, c'est battre le MEDEF, qui s'est réfugié au château de Vincennes. Après avoir essayé, et c'est encore plus drôle, c'est raconté, ils ont essayé d'aller à Versailles, mais Versailles, c'est une passoire. Donc ils ont dû quitter Versailles parce qu'ils passaient leur temps à se faire bouffer par des zombies qui s'introduisaient dans le château. Voilà. Parce que oui, c'est très orienté, hein. Non seulement le MEDEF, ils sont méchants, mais en plus, ils sont stupides et incompétents. C'est très, c'est Oui, très important. l'incompétence du MEDEF est bien pointée partout quand ils sont là. Alors, les punks aussi sont incompétents, souvent, hein. Mais ils sont compétents dans la connerie au moins. Voilà. Et c'est ça qui marche à la fin. D'ailleurs, une grande partie de leurs compétences, comment dire, vient du fait que, alors, les premières compétences qu'ils développent, c'est Kropotkin qui trouve un moyen de se protéger des morsures avec une combinaison de maître chien. Deuxième grosse partie de leurs compétences, c'est Manche Poubelle, qui est un énorme méga geek qui a regardé une quantité astronomique de nanars de zombies, qui a certainement vu l'intégrale de The Walking Dead, de toutes les spin-offs, et qui du coup connaît super bien les zombies. Et qui connaît tous les clichés. Ça fait un peu partie du truc métalittéraire du roman, mais ils se servent beaucoup des compétences de Manche Poubelle, notamment au début. Il leur fait une liste absolument hilarante dont j'ai un extrait quelque part qu'il faut absolument que je lise. Ah oui, Ah oui, oui. cet extrait-là. Oh Seigneur. Je Attends, l'avais, vas-y. je l'avais pris en photo, je sais qu'il est quelque part. Je vais voir si je le trouve en premier. Je l'ai. Ah, Donc il fait une quantité assez astronomique de points, de choses qu'il sait sur les zombies. Et le point 14, c'est « Le zombie n'est probablement pas réactif à la dope. Ça, c'est pour vous, Dusty et Fonce D, vu que vous allez, à un moment ou à un autre, avoir l'idée stupide d'en kidnapper un pour lui faire des soufflettes ou lui faire avaler de force des neuroleptiques. » Voilà. Je suis très déçu que ça ne se fasse jamais. Je suis très déçue aussi, en vrai. Mais la soufflette à un zombie, je suis pas partant, moi. Je vous avoue, c'est... Non. Mais pour en revenir à la politique, j'aime bien vers la fin du roman, un peu avant la toute fin, quand justement ils ont viré le MEDEF du château de Vincennes, le moment où en fait ils arrivent à mettre en pratique la politique des punks, c'est-à-dire Micro-société, quoi. ouais, micro-société alternative. L'autogestion, la prise de décision au consensus, ce genre de choses.
Mais oui, mais c'est l'occasion, enfin voilà, c'est l'occasion entre guillemets, c'est pour ça que ça m'a fait penser c'est pour ça que ça m'a fait penser à Parleur ou Les rêves d'une, ou Chronique d'un rêve enclavé, voilà, d'Heyerdahl. C'est parce que, c'est des romans qui essaient de montrer, concrètement certains des idéaux anarchistes ou anarchisants, en action. Alors du coup, spoiler pour Parleur, spoiler pour le roman d'Heyerdahl que vous devriez lire aussi parce que c'est très bien. Et c'est plus petit encore que le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, mais en revanche, c'est déprimant, hein. C'est déprimant sa mère. Mais voilà. Dans Parleur, c'est, les personnages sont dans une situation où, un hiver particulièrement rigoureux frappe la ville dans lesquelles sont les personnages. Notamment, les personnages habitent dans un quartier populaire, relativement pauvre et les autorités, du dirigeant local, plutôt que d'aider la population, ils se sont enfermés dans leur forteresse avec toutes les réserves de nourriture qu'ils ont accumulées grâce aux impôts et ils refusent de sortir. Du coup, cette communauté-là doit installer des nouvelles mini-institutions en fait pour survivre à cet hiver-là. Et ça se fait en partie sur les épaules et le charisme et la doctrine d'un mec qui se fait appeler Parleur et qui donc concrètement propose des solutions anarchistes ou du moins anarchisantes à ce genre de problème. Voilà. Et dans un cas comme dans l'autre, comme dans le Club des Punks, et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça marche. Voilà. C'est là Alors, tout l'intérêt, ouais, c'est que ça fonctionne. oui, oui. Et bah après, enfin voilà, comment dire, je vois pareil là notre unique auditeur lecteur du Point là, qui est en train de dire oui, mais enfin, comment est-ce que vous régulez le flux des marchandises? Puis ce n'est pas très efficace quand tout le monde doit prendre une décision. Bon, c'est pas le même. On va dire que c'est notre deuxième auditeur de droite. J'ai pas fait la même voix, mais en fait, si, enfin des institutions ou en tout cas des petites enclaves anarchisantes, vaguement libertaires, en situation de crise, il y en a eu et qui fonctionnaient relativement bien, il y en a eu, y compris et surtout en situation de crise, en fait. Je sais pas, genre, la commune, c'est pas exactement l'anarchisme, mais enfin, ils ont quand même fait des trucs concrètement, voilà. Louise Michel, c'est pas n'importe qui, merci beaucoup. Gustave Eiffel non plus, enfin bref. Il y avait aussi. Non, il s'appelle pas Gustave Eiffel, pardon. Non. Il s'appelle Gustave Élisée quelque Eiffel. chose, Élisée Reclus. Pourquoi j'ai confondu Gustave Eiffel. Ouais, non, non, je suis fatigué. Je Non, suis mais fatigué. il y a eu aussi en 36 sous Franco en Espagne, il y a eu beaucoup de petits. Oui, voilà, ils se sont fait Petits tirer dans le dos par les groupes stalinistes, comme d'habitude. anarchistes. Mais Ouais. Ouais. Mais pour en revenir du coup au texte, moi ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est surtout que la totale transparence de l'auteur sur le fait que les personnages le disent, on va faire ça parce que en fait, bah, c'est comme ça que ça devrait être fait et ça n'a jamais été comme ça et vive l'anarchie. Et je me souviens d'un moment dans le roman où t'as les deux punks à chiens qui reviennent avec leurs 300 gamins abandonnés de Jérusalem là. Et du coup, bah, il faut les caser, il faut en faire quelque chose, personne parle la langue. Et ben, en fait, bah, c'est Kropotkin qui dit ça, je crois. Il est en mode, bah, on va pas mettre d'école parce que, en fait, nique, globalement. ouais, voilà. Et moi, j'ai adoré. J'étais là, bah ouais, en fait, nique, grave. Ouais, Allons-y. ils apprennent autrement et puis C'est voilà. ça. Ils font ce qui les intéresse. Ouais. C'est la totale transparence du message politique qui m'a fascinée, franchement. Ouais. Ah oui, ah, pour le coup, je pense que ça va choquer dans les chaumières, hein, là concrètement, même si vous militez à LFI, vous allez trouver ça un peu extrême quand même. Ouais, ou très extrême. Bah, voilà, vous êtes des SOSDEM, les gars. On parlait tout à l'heure de leurs compétences. C'est des compétences qu'ils vont assez vite diversifier parce que le lore zombie de ce roman reprend énormément de tropes extrêmement bien connues, mais il y a de la variété. Il y a notamment l'effet de la musique sur les zombies, et comme l'a signalé Marius, le punk, ça les excite, mais différents types de musique ont différents types d'effets. Et Et ça, oui, c'est trop drôle. on a par exemple la musique hippie, ça les rend tout calmes. Et puis ils te suivent comme ça. Et tu te balades dans Paris avec. Il y a la fanfare militaire, ça les fait mettre en rang et marcher au pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu bah, le punk où ils se mettent à faire des pogos. Et ensuite, simplement, les documentaires animaliers avec la télévision de manière globale. Alors, le documentaire animalier, ça ne fonctionne que sur certains zombies, notamment ceux qui travaillent à Radio France, parce que
il y a une plotline avec un employé de radio de France France Télévisions. Télévisions, Ouais. pardon, qui a mis des images subliminales de ce documentaire dans tous les programmes qu'il devait traiter, et du coup ça fonctionne. Voilà. Et on a aussi. Il s'appelle Trevor, il est hyper creepy. Et il est aussi mis, plus tard dans le roman, mis en place un principe de conscience collective, en fait. On s'en rend compte au bout d'un moment, assez rapidement avec du coup, l'effet de la musique. On se dit: «Bon, OK, il y a un truc qui se passe», vu qu'ils réagissent quasiment tous pareil, aux diverses musiques. Et puis ensuite avec, les dernières péripéties de Fonce D, on se rend compte qu'en fait, ils peuvent acquérir la conscience, enfin collectivement acquérir la conscience d'un individu qui n'est pas zombifié. Et donc ils acquérissent des qualités punk, très clairement, en fait. Et ils se mettent à... Je sais pas comment expliquer, c'était Ouais, vraiment... Ce en- passage était incroyable, mais... En fait, c'est bon, encore une fois, spoil, Oui, full oui. spoil. En fait, l'un des deux Punk Destroy, c'est lequel déjà? C'est Fonce D. Fonce D. Non, parce que comme ils disent, ils les appellent les tic et tac de la connerie, et vraiment c'est ça quoi. Je passe mon temps à les confondre les deux. Et C'est lui qui défonce Mickey. ouais, voilà. Putain, oui, c'est vrai. Mais ouais, en fait, il rencontre une petite fille zombie qui parle un langage extrêmement simple, genre qui vaguement communique. Et en fait, elle est la représentante extérieure d'un amas de zombies qui se sont liés les uns aux autres et qui forment une espèce d'esprit de ruche. Et donc, ils absorbent Fonce D dans l'esprit de ruche pour créer une espèce de communauté de zombies qui pensent tous à peu près pareil, mais qui sont capables de communiquer entre eux et de communiquer avec le monde extérieur, notamment avec les êtres humains. Et Et il devient leur maître des morts. voilà, il devient le maître des morts. Et c'est super, ce qui est super rigolo, c'est que là, pour le coup, jusque-là, on était dans un roman de zombies où les zombies, véritablement, ils fonctionnaient de manière mais turbo classique. Je pense que... Et là, soudainement, les zombies, ça devient, je sais pas, genre... ça devient des aliens avec conscience de ruche, je sais pas, comme les tyrannides dans 40 000 ou Les ergs dans StarCraft. ouais, ou les Doryphores chez Ender, pour parler d'un bouquin dont on a parlé dans le podcast. J'ai surtout vu ça comme une nouvelle preuve de l'imagerie religieuse qui était un petit peu, pas vraiment planquée, mais moi qui suis absolument pas religieuse, j'ai rien pigé. Jusqu'au moment où j'ai fait ah ok c'est religieux en fait. Et genre il a fallu quand même qu'ils se mettent à dessiner des fresques et tout. Moi je suis très très lent au démarrage pour ce genre de Ouais, truc. Tu vois. quand il s'est mis à dessiner des fresques dans une église, Là je j'ai t'ai dit fait genre... ah oui d'accord ok je vois il y a de la religion derrière. Et, oui, maintenant il a une barbe, il est en toge, il dessine des fresques dans une église. C'est parce que même le concept de geste, je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je suis vraiment à l'extérieur de ça. Et donc, Ah. vraiment, moi, j'ai lu le bouquin en faisant ah, ils font des trucs drôles. Et... non, mais vraiment. Mais du coup, oui, en fait, moi, je vois plus ça comme vraiment un geste complètement religieux qu'un geste alien, même si je vois le parallèle que tu fais. Mais j'ai Bah, juste vu ça dans le sens où. c'est parce qu'en termes surnaturels, les esprits de ruche, c'est souvent un truc de science-fiction, c'est souvent un truc Ouais. d'alien. Genre, j'ai pas de souvenir de connexion d'esprit de ruche qui soit directement lié à une expérience mystique, sauf peut-être, mais alors faudrait que je relise parce que déjà il est extrêmement prolifique et donc je saurais pas dire exactement dans quel roman c'est, mais sauf potentiellement chez Pierre Bordage. Genre Pierre Bordage, souvent, tous ses protagonistes à un moment ont une expérience mystique, notamment une expérience de confrontation à la totalité de l'univers. Ça arrive dans tous ses romans parce que Pierre Bordage fait partie de ces auteurs qui ont des obsessions thématiques extrêmement nettes et qui du coup écrivent en boucle le même roman de manière différente tout le temps. C'est très intéressant, vraiment. Lisez du Pierre Bordage. C'est bizarre. J'aime bien. Mais mis à part chez Pierre Bordage, et encore Pierre Bordage, 9 fois sur 10, c'est de la science-fiction aussi, tu vois. Donc des fois, même ces expériences mystiques sont on va dire, aidées par des formes de technologie, ou souvent, c'est plutôt le contraire. C'est tu retournes à la nature et paf, tu fais l'expérience de la totalité comme si tu avais pris 3/4 ton quart de LSD comme de Spi et Fonce D. Mais voilà. Et pour en revenir au fonctionnement des zombies, ce que j'adore avec les zombies à esprit de ruche, c'est qu'ils ont pris Fonce D comme le maître des morts, mais Fonce D c'est un punk destroy. Fonce D, être le maître de quelque chose, ça lui turbo casse les couilles. Il est flemmard. Et il est fait flemmard, rien. il a pas envie. En plus, il peut pas sortir et il a même plus de quoi se défoncer. C'est vraiment l'enfer pour lui.
Alors que toi, tu trouverais ça potentiellement cool d'être le maître des morts. Mais non, lui, ça lui casse les couilles. C'est même Et remis c'est à fumer de la bœuf à cause il de s'est ça, remis à fumer de la j'imagine. bœuf à cause de ça. Oui, c'est vraiment la crise. Genre, attends, ouais, c'est avec Manche Poubelle que De Spi va voir Fonce D. Oui. Oui, Oui, parce que ouais, c'est De Spi qui découvre que la musique de hippie, ça calme les zombies. Qui se prend des fucks par des zombies, il comprend pas pourquoi. Ouais. Et, euh, et bon, il présente Manche Poubelle à la nouvelle version de Fonce D. Et le problème, c'est que forcément, à force de faire de la musique de hippie, genre, il a vraiment pris la persona d'un hippie De Spi. Et donc, Fonce D le juge. Mais en même temps, maintenant, il continue malgré tout de tous les deux prendre la même drogue. Ce qui les lie par-delà tout. Voilà, finalement. Mais ouais, bah, puisqu'on a commencé à parler d'expériences religieuses, hein, on va sortir du pur esprit de ruche. Bon, faut qu'on parle de la toute fin du roman. Mm. Alors, on peut pas plus spoiler que ça, les gens. Enfin, vraiment, si vous êtes encore là, mais cassez-vous. Mais Qu'est-ce que vous cassez-vous, faites là? sinon je vous jure, je vous caillasse la gueule. Non mais. Mais ouais, la toute fin, puisque évidemment, les punks étaient des apôtres Bien entendu. de Dieu, sans le savoir, hein, parce que voilà, qui empêchaient la fausse apocalypse. Parce que la vraie apocalypse doit venir, mais c'était Jean Satan qui avait déclenché la partie où les morts revenaient à la vie avec un peu trop d'avance pour flouer les plans de Dieu. Voilà, d'où les visions mystiques tout au long du roman. pour combattre Jean Satan avec l'aide des autres gens. Et alors, c'est absolument terrible parce que c'est vraiment c'est très certainement de toutes les parties foutraques de ce roman foutraque, l'ultime partie foutraque, la plus foutraque des trucs foutraques. Mais ça fait bizarre un peu après un roman sur des punks. Oui, bah moi j'étais justement un peu inquiet à la lecture en me disant oula, ok, on va où là? Et donc il y a à la fin pareil, c'est plein de points, il y a mais genre 40 ou 50 points d'explication Oui. que dit le gars dans son. Bah, en fait, il refait comme dans la Genèse. Ouais, Il repart du début. il nous refait les textes religieux à la sauce du roman du coup. Et j'étais très inquiet dans le sens où je me disais oh non, on va pas partir là-dedans quand même. Et en fait, bah non, les punks ils sont de mon côté à nouveau. Et, et juste, ils se disent quoi? Bah non, en fait, c'est quoi ce bordel? Ça nous intéresse pas, nous, Dieu, bah non. Et ils repartent dans leur squat. Et ils se remettent à bouffer du speed. Et genre, vraiment, j'étais là, mais c'est trop bien. Genre, c'est ça que je veux. Et j'étais tellement satisfaite de la fin du bouquin. Ouais, c'est vraiment la fin, je sais plus si c'est Kropotkin ou Eva qui empêche, genre retient physiquement de Spi et Fonce-D d'aller casser les genoux des gens qui balancent des offrandes devant leur squat parce qu'ils sont les apôtres et que ça les saoule trop. Ouais, ouais. Mais ouais, mais moi j'ai mon interprétation de ça. Bon alors si ça se trouve un jour Karim Berouka tombera sur cette chronique, il va dire non, j'ai juste trouvé ça drôle. Mais ce qui est C'est tellement possible, hein. possible. Ouais. Totalement possible. Mais moi, j'interprète ça comme surtout le retour des punks dans leur squat, comme le, le mouvement punk ultime. Parce que bon, le punk, c'est l'anarchie, c'est ni Dieu ni maître, tout ça, tout ça. Hein. Et donc vraiment, ils poussent le ni Dieu ni maître jusque très très loin. C'est-à-dire ils ont l'existence concrète de l'existence de Dieu et ils lui font un doigt quand même. Voilà, et ça, moi, ça correspond à peu près au rôle que je trouve, dans l'anarchisme, qui est non seulement potentiellement de créer des petites communautés quand les gens en ont besoin, mais aussi d'être l'ultime mauvaise conscience de tout type de pouvoir. C'est-à-dire que concrètement, même quand une communauté anarchiste se met en place, généralement, il existe toujours une communauté politique sur des bases plus autoritaires que ça, qui finit par l'écraser parce que l'autorité n'aime pas les lieux de contestation. Mais ce que fait l'anarchie, c'est que même dans des régimes moins à droite que le nôtre, même sous des autorités politiques plus à gauche, c'est aussi la mauvaise conscience de oui, très bien, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'obéir à cette personne et à telle autre personne? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien, ratiboisé toutes les hiérarchies C'est injustes? ça, Est-ce ouais. qu'il y en a pas encore qui C'est sont toujours injustes? le refus ultime de la hiérarchie. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal de ça. C'est des gens qui sont vraiment très très droits dans leurs bottes. Ah bon, Dieu existe? Mais est-ce que ton autorité est légitime, Dieu? On t'emmerde. Genre vraiment. Oui, c'est ça, bah, ils restent droit dans leur ranjo jusqu'à la fin. Dans leurs sandales, dans le cas de Spi.
Non, sur non, la non, fin. non, non, il est redevenu punk à la Ah oui, fin. non, est-ce Il qu'il a a refait ses retrouvé, 3 crêtes. est-ce qu'il a retrouvé des Rangers surtout, c'est ça que Mm. la question. Qui sait? Moi, j'aime bien cette idée de boucle, je sais pas trop, genre, cette idée de tu commences dans le squat, tu termines dans le squat, tu as fait 1 500 trucs, au milieu, tu es une nouvelle personne, mais en fait, non, tu es toujours la même personne. Parce que enfin, je sais pas, il y a une espèce de je sais pas, cette idée de revenir là où tu étais au début, après avoir traversé tout ça, alors que tu as eu la preuve de choses dont les gens, attendent la preuve pendant toute leur vie, des fois. Je Ouais. parle de Dieu, du coup. Et eux, ils sont en mode: «Bah non, en fait, ça m'intéresse pas». Et puis, non, bah non. Je vais aller sur mon canapé, je vais boire des 8-6. J'adore. Oui, c'est ça, c'est le côté, ouais, bah écoute, j'étais un marginal avant, moi je peux redevenir un marginal. Va te faire mettre, Dieu. Enfin, genre, C'est ça. Et surtout, C'est l'idée que tu disais dans ta chronique du fait qu'ils sont tellement à l'extérieur de cette société que même quand elle tombe, en morceaux, ils s'en foutent, en fait. C'est pas leur Oui. souci exactement. ils veulent surtout pas reconstruire la même derrière. Exactement. Ce qui est très drôle, c'est quand même qu'à la fin, on apprend que les gens viennent leur faire des offrandes et qu'ils sont là, mais cassez-vous. Et c'est Bah. très drôle. bah après, bon, c'est toujours cool quand les gens notamment te donnent de la bouffe, mais moi je dis rarement non à de la bouffe gratuite. Oui, c'est pas faux. Sauf si c'est du fromage de chèvre. Ah là là. C'est vraiment trop dégueulasse le fromage de Ah, chèvre. je suis d'accord avec toi. Je veux dire, même la barba, comment je peux moi-même la refiler à quelqu'un d'autre? Bref. Eh bien, nous en avons bientôt terminé avec ce super roman qu'on vous recommande évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Roman qui va inspirer non seulement potentiellement vos prochaines lectures en philosophie, mais aussi les prochains albums que vous allez écouter. Dis-nous en plus, Charlie. Oui, du coup, j'ai eu la petite idée, on a eu la petite idée commune en tout cas avec Ludo de créer une playlist Spotify où je m'amusais à prendre note de chaque artiste et chaque musique dont on parlait dans le bouquin et le mettre dans la playlist. Ce qui était long mais très très fun et très intéressant. Du coup, bah, je suppose qu'on va mettre le lien sous la vidéo, je pense Ouais. qu'on va faire ça comme ça. Le lien est dans la description. Voilà. Abonnez-vous. Cette vidéo n'a no future. Voilà, cette vidéo surtout maintenant va être terminée. Encore une fois, on vous recommande vivement la lecture de ce livre qui est disponible à la médiathèque José Cabani si vous avez 0 argent. Sinon, évidemment, vous pouvez donner vos sous à Karim Berouka en achetant ça chez un libraire indépendant plutôt qu'à la Fnac qui interdit les jeux antifascistes. C'est dans le thème, donc j'en profite. Et L'ingé son est outré. ouais. Et voilà. Lisez, écrivez, portez-vous bien et faites des trucs. N'hésitez pas à rester cool.